Bonjour à tous, depuis quelques semaines, le débat sur l'anonymat est relancé avec d'un côté Gérald Darmanin, ministre de la Justice, qui souhaite lever l'anonymat sur Internet pour lutter contre des infractions graves comme la pédocriminalité, le trafic de drogue et le cyberharcèlement. Il estime qu'Internet ne doit plus être une zone de non-droit et veut mettre en place une identité numérique pour identifier plus facilement les auteurs d'infractions. De l'autre côté, il y a le projet de loi sur le narcotrafic, actuellement débattu au Parlement, qui prévoit la possibilité de lever l'anonymat sur les messageries cryptées. Face à ces propositions, on observe deux camps opposés. Ceux d'un côté qui disent que l'anonymat n'existe pas, car il est déjà possible, sous certaines conditions, d'obtenir l'identité des auteurs d'infractions en se procurant leurs données d'identification auprès des intermédiaires techniques tels que les fournisseurs d'accès à Internet, les hébergeurs ou les plateformes. Il y a ceux qui refusent toute levée d'anonymat par crainte d'une dérive vers une surveillance généralisée et une atteinte aux libertés individuelles. Mais au-delà du débat idéologique, il y a une vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, la loi permet réellement d'identifier les auteurs d'infractions en ligne? Est-ce que l'anonymat en ligne existe? La loi aujourd'hui dit que oui, il est possible de retrouver l'auteur d'une infraction sur Internet. Par exemple, les plateformes comme Facebook ou Twitter collectent des données sur leurs utilisateurs et sous certaines conditions, elles peuvent devoir les communiquer. Mais dans la pratique, il existe des obstacles juridiques et techniques qui rendent cette identification difficile, voire impossible dans certains cas. Sur le plan juridique, depuis une loi du 30 juillet 2021, lorsqu'une infraction est uniquement civile, il est impossible d'obtenir l'identité de l'auteur auprès des prestataires techniques comme les hébergeurs ou les plateformes. Si vous avez par exemple une atteinte à la vie privée sur le fondement de l'article 9 du Code civil ou une atteinte à la présomption d'innocence sur le fondement de l'article 9.1 du Code civil ou un dénigrement sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, impossible d'obtenir les données d'identification de l'auteur de l'infraction. Résultat, aucune poursuite n'est possible et l'auteur reste impuni. En matière pénale, ce n'est pas forcément mieux. Depuis une loi de 2022, si l'infraction est punie de moins de 1 an de prison, comme une injure ou une diffamation, vous ne pouvez plus obtenir l'adresse IP de l'auteur. Et même si l'infraction est punie d'1 an de prison ou plus, l'accès à ces informations reste incertain. Un cas récent illustre bien ce problème. La Cour d'appel de Paris, dans une décision du 10 septembre 2024, a refusé de condamner Meta, Facebook, à transmettre l'adresse IP d'un utilisateur qui avait usurpé l'identité d'un maire pour nuire à sa réputation. Pourtant, cette infraction est bien punie d'1 an de prison. Pourquoi ce refus? Parce que la Cour a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une infraction assez grave au sens de l'article L34-1 du Code des postes et des communications électroniques. Ce qui est très discutable, notamment au regard de la loi de 2022 et de l'arrêt Quadrature du Net de la CJUE du 30 avril 2024, qui prévoit que la fourniture d'une adresse IP doit être possible, même pour des infractions mineures, si c'est le seul moyen d'identifier l'auteur. Il y a donc des limites juridiques à la levée de l'anonymat sur Internet. Au-delà de ces problèmes juridiques, il y a aussi des problèmes techniques. Aujourd'hui, de nombreux outils permettent de contourner l'identification, les VPN qui masquent l'adresse IP de l'utilisateur notamment. Les adresses email jetables aussi qui empêchent de retrouver une personne via son compte en ligne, ou les fausses identités facilement créées sur la plupart des plateformes. Donc même si demain on levait totalement l'anonymat, les personnes mal intentionnées trouveraient toujours des moyens pour dissimuler leur identité. La question qui se pose est donc de savoir s'il faut ou non imposer une identité numérique, comme le propose M. Darmanin. D'un côté, il est évident qu'il y a un vrai problème d'impunité sur Internet. Les cybercriminels, harceleurs et autres délinquants savent exploiter les failles du système pour échapper à la justice. Mais d'un autre côté, une identité numérique imposée à tous risque de poser de sérieux problèmes de surveillance. On a tous en tête les révélations d'Edward Snowden sur la surveillance de masse ou encore l'affaire Julian Assange. Une telle mesure pourrait être un danger pour la liberté d'expression ou la vie privée. L'enjeu est donc de trouver un équilibre entre protéger les victimes et préserver les libertés individuelles. Une alternative peut être de mieux adapter notre droit aux interprétations juridiques existantes. L'arrêt Quadrature du Net de 2024 de la CJUE prévoit déjà la possibilité d'obtenir une adresse IP même pour une infraction mineure, quand c'est nécessaire pour identifier l'auteur. Si cette jurisprudence était intégrée correctement en France, cela permettrait déjà de limiter les abus sans imposer une surveillance
généralisée. Conclusion, ni déni, ni paranoïa. Comme souvent, la vérité se situe entre deux extrêmes. D'un côté, il existe bien une impunité sur Internet, notamment pour les infractions civiles et les délits mineurs. De l'autre côté, imposer une identité numérique obligatoire est une solution qui pourrait mettre en péril nos libertés. Le débat est loin d'être terminé, surtout avec le projet de loi sur le narcotrafic. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il une identité numérique obligatoire ou doit-on juste mieux adapter notre droit? Dites-moi en commentaire et retrouvez toutes les sources en description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à vous abonner et à la partager. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.